Il existe des affaires que Sherlock Holmes n'a jamais revendiquées, non par modestie, mais parce qu'elles laissaient une trace trop humaine, trop trouble, pour être consignées comme des victoires. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans les récits oubliés de Watson. Dans le rituel des Musgrave, Sherlock Holmes évoque l'aventure de la vieille femme russe, parmi d'autres histoires de son passé. L'affaire que vous allez entendre n'est jamais racontée par Conan Doyle. Elle n'est qu'évoquée, en quelques mots. Notre récit s'intitule « L'aventure de la vieille femme russe ». Il existe, dans les archives que me confia Sherlock Holmes à la fin de sa carrière, des dossiers dont le titre même semble avoir été choisi pour détourner l'attention. Des désignations vagues, presque insignifiantes, qui dissimulent mal la nature véritable des affaires qu'elles recouvrent. Je compris, en les ouvrant, que chaque imprécision n'était ni un oubli, ni une négligence, mais une précaution. L'un de ces dossiers portait une mention d'une banalité désarmante. 3 mots tracés d'une écriture ferme, sans date ni commentaire. Vieille femme russe. Rien qui pût éveiller la curiosité d'un lecteur pressé, ni même d'un éditeur avide de sensations. Et pourtant, à mesure que je rassemblais les feuillets éparses qui s'y rattachaient, je compris pourquoi Holmes n'avait jamais souhaité en voir paraître le récit. Ce que je m'apprête à relater ne fut pas une victoire, ni même une enquête au sens habituel que le public associe désormais à son nom. Il n'y eut ni arrestation, ni révélation éclatante, ni satisfaction intellectuelle immédiate. Il y eut, à la place, une confrontation silencieuse avec des faits qu'aucune logique ne permettait de résoudre sans laisser derrière elle un dommage irréparable. Je dois préciser d'emblée que je ne fus pas témoin de cette affaire. Elle se déroula plusieurs années avant notre rencontre, à une époque où Holmes menait encore seul ses recherches depuis un modeste logement de Montagu Street, voisin du British Museum. Je n'en ai connu les détails qu'à travers ses notes, laconiques comme toujours, et parce que le temps, la réflexion et l'amitié m'ont permis d'en comprendre après coup. Si je me permets aujourd'hui d'en restituer le fil, ça n'est pas pour compléter une chronologie déjà bien chargée, mais parce que cette histoire éclaire d'un jour particulier la nature même de notre collaboration ultérieure. Elle montre, mieux que bien des succès plus retentissants, ce que Holmes savait faire avec une précision redoutable et ce qu'il supportait avec une difficulté qu'il n'aurait jamais avouée. J'ai pris soin, par respect pour des sensibilités qui n'ont peut-être pas entièrement disparu, de modifier certains noms et d'atténuer quelques détails trop reconnaissables. Ce sont là des concessions mineures. L'essentiel demeure intact, la mécanique des faits et surtout la trace qu'elles laissèrent sur celui qui en fut le premier témoin. Qu'on ne s'attende donc pas à une histoire de crime ordinaire. Cette affaire commence dans la misère la plus discrète et se déploie dans des sphères où la vérité, lorsqu'elle est mise à nu, ne produit ni justice ni apaisement. Elle m'a appris, bien plus tard, que certaines rencontres façonnent un homme, non par ce qu'elles lui permettent d'accomplir, mais par ce qu'elles lui révèlent de ses propres limites. C'est à cette lumière que j'ouvre aujourd'hui le dossier intitulé « L'aventure de la vieille femme russe ». Londres, 1878. Holmes revenait du British Museum avec l'énergie nerveuse qui le saisissait toujours après plusieurs heures passées à consulter des ouvrages poussiéreux. Il marchait vite, son esprit encore occupé par une classification de cendres de tabac qu'il entendait perfectionner, lorsque sa progression fut interrompue par une voix étrangère. « Monsieur Sherlock Holmes ?» Il ralentit sans s'arrêter immédiatement. Les marches de l'immeuble qu'il occupait n'étaient pas un lieu inhabituel pour les silhouettes fatiguées. Il tourna enfin la tête. La femme était assise sur la 2e marche, âgée, voûtée mais pas effondrée.
un manteau sombre trop léger pour la saison, un foulard noué avec une rigueur presque militaire, les mains croisées sur un sac de toile usé. « C'est Sherlock Holmes, madame, corrigea-t-il avec une netteté sans dureté. Elle hocha la tête. Pardonnez-moi, votre langue, elle n'est pas encore mon amie. Holmes s'arrêta vraiment cette fois. L'accent était net, air roulé, consonne heurtée. Russe, pas allemande, pas polonaise. Russie du Nord, songea-t-il. Il s'en amusa intérieurement. Je vous entends très distinctement, madame, répondit-il, et je note que votre anglais, bien que malmené, est structuré avec soin. Vous n'avez pas toujours vécu dans la rue. Elle le fixa sans sourire. Non. Il observa ses mains. Pas tremblantes, pas d'odeur d'alcool, des crevasses récentes, pas anciennes. Travail manuel tardif, ancienne discipline. Le dos demeurait droit malgré l'âge. Vous avez tenu commerce, poursuivit-il presque par jeu. Alimentaire, je dirais épices ou produits secs. Votre départ ne date pas d'hier. 20 ans au moins. Un léger silence s'installa. Saint-Pétersbourg, dit-elle simplement. Il sentit cette petite satisfaction familière. 2 déductions correctes, c'était toujours plaisant. Elle se redressa légèrement. L'épicier français, Alexandre Balou, m'a dit que vous êtes un homme discret, un homme à qui on peut confier les choses que l'on ne confie ni au prêtre ni au juge. On dit que vous aimez les histoires. Incroyable. Holmes eut un éclat presque imperceptible dans le regard. Cela dépend de leur qualité, madame. Elle inspira. Je n'ai pas d'argent pour vous payer. Il haussa légèrement les épaules. Continuez. Mais j'ai une histoire que je suis enfin prête à raconter. Le mot enfin n'échappa pas à Holmes. Il monta les marches et ouvrit la porte. Vous feriez mieux d'entrer. Les marches de Montagu Street ne sont pas réputées pour la clémence de leur courant d'air. La pièce était simple, ordonnée, presque austère. La femme demeura près de la porte quelques secondes, comme si elle n'avait pas l'autorisation implicite d'avancer davantage. « Asseyez-vous, dit Holmes en déposant son chapeau. Elle obéit, sans ôter le sien. C'était une femme de caractère, cela se voyait. Les traits taillés, le regard direct. Pas une suppliante naturelle, une survivante. Vous dites être prête à raconter. Pourquoi maintenant? Elle soutint son regard. Parce que j'ai attendu 3 ans. Attendu quoi? Que l'argent revienne? Il ne répondit pas. Elle poursuivit d'un ton calme, presque administratif. On m'a promis sécurité. On m'a promis subsistance. Pendant 20 ans, la promesse a été tenue. Puis, plus rien. Il perçut une légère contraction de sa mâchoire. Vous n'avez écrit à personne? Non. Vous n'avez menacé personne? Elle eut un mouvement presque offensé. Je ne menace pas. Direct, pragmatique, il aimait cette netteté. Alors, pourquoi venir à moi? Elle resta silencieuse quelques secondes, parce que je ne sais plus quoi faire de ce que je sais. C'est là que le ton changea. Pas dans ses mots, dans son souffle. Elle ouvrit son sac et en sortit une petite boîte en fer, cabossée, marquée par l'humidité. Elle la posa sur la table entre eux. Holmes sentit son intérêt se tendre. « Vous avez conservé cela 20 ans? » « Oui. » « Pourquoi? » Elle hésita. « Pour protéger. » Il la regarda plus attentivement. « Protéger qui? » Ses mains, jusque-là stables, se crispèrent sur le bord de la table. Une femme. Un enfant. Un nom.
Elle tenta de poursuivre avec la même fermeté qu'à l'extérieur, mais quelque chose céda. J'ai servi dans une grande maison à Saint-Pétersbourg. L'enfant n'était pas ce qu'on croyait. La phrase resta suspendue. Holmes, qui quelques minutes plus tôt savourait ses déductions, éprouva une sensation nouvelle. Il comprit que l'histoire ne serait pas un exercice. Elle continua plus vite, les mots heurtés par l'émotion. Je n'ai jamais accusé, je n'ai jamais parlé. J'ai pris ce qui pouvait détruire. Je l'ai caché, pour elle, pour lui. Sa voix se brisa. La rigidité russe demeurait, mais la fatigue mentale, accumulée sur 3 années de silence et de faim, la fissurait. Holmes se découvrit étrangement mal préparé à cette fracture. Il savait analyser, il savait déduire, il savait classer, il ne savait pas encore recevoir la détresse brute. La boîte en fer reposait toujours entre eux, minuscule et lourde à la fois. Et pour la première fois, depuis qu'il avait prononcé son nom avec une légère correction d'orgueil, Sherlock Holmes comprit que ce qu'il venait d'accueillir n'était pas simplement une histoire extraordinaire, c'était une responsabilité. La boîte reposait toujours entre eux. Holmes n'y touchait pas encore. La vieille femme semblait lutter contre quelque chose d'invisible. Elle ouvrit la bouche une première fois. Il y avait une maison. Sa voix s'éteignit. Elle inspira. À Saint-Pétersbourg, une grande maison. Holmes attendit. J'étais nourrice, pas servante ordinaire, nourrice choisie. Un enfant est né, héritier. Sa main se crispa. On disait qu'il était né à terme. Elle tenta d'ajouter quelque chose. Les mots ne vinrent pas. Elle secoua la tête. Je ne peux pas. Holmes comprit que ce n'était pas la langue qui lui manquait, c'était la permission intérieure. Alors, avec une lenteur grave, presque solennelle, elle posa les 2 mains sur la boîte et la poussa vers lui. Le métal glissa sur la table. Elle leva les yeux, ouvrait. Holmes souleva le couvercle. 2 feuillets pliés avec soin malgré les années, l'encre légèrement bavée, papier marqué d'humidité ancienne. Il prit le premier. Écriture cyrillique, colonne, date, lieu. Un extrait de registre administratif arraché d'un ensemble plus vaste. Il prit le second, plus court, feuille isolée, mention manuscrite, date précise, taille, poids, heure. Caractéristique d'un nouveau-né. Il ne tenta pas de déduire. Il comprit seulement qu'il avait sous les yeux 2 fragments retirés volontairement d'un système. Il releva les yeux. Quelque chose avait changé en elle. Maintenant, je peux parler, dit-elle. Hiver, Saint-Pétersbourg. Sa voix n'était plus hésitante. La maison était ancienne, plus ancienne que les hommes qui y vivaient. Les tapis venaient de Perse, les lustres de France. Les couloirs retenaient les murmures. Elle n'embellissait pas, elle revenait. L'enfant est né une nuit de froid. On disait qu'il était attendu depuis longtemps, un héritier. On disait qu'il était né à terme. Elle posa la main sur la feuille de naissance. Il ne l'était pas. Holmes ne parla pas. Un bébé de 9 mois a une force différente, une manière de respirer. Celui-ci était plus petit, plus fragile. 8 mois, peut-être un peu plus, mais pas 9. Elle désigna le registre. Le mari était absent cet hiver-là. Longtemps. Les registres le montraient. Elle leva les yeux. Personne ne m'avait confié de secret. Une femme de mon rang ne reçoit pas de confidence. Un bref sourire sans joie. Mais un bébé ne ment pas.
Elle marqua une pause. « Je n'ai rien dit. » Holmes l'écoutait sans la presser. « J'ai élevé l'enfant comme héritier légitime. Je l'ai protégé. » Sa voix se fit plus grave. « La mère ?» La princesse. Le mot tomba lourdement. La princesse ne m'a jamais interrogé. Mais un jour, j'ai fait une remarque, presque rien, sur la petitesse du bébé à la naissance. Elle reprit haleine. Elle a compris que je savais. Un silence plus dense. À partir de ce jour, nous avons gardé cela entre nous. Holmes demanda doucement. Pourquoi avoir pris ces papiers? Parce qu'un autre aurait pu les lire? Un conseiller ambitieux, un parent envieux, un homme cherchant un avantage? Elle posa la main sur la boîte. J'y retirai les 2 seuls documents qui permettaient de faire le calcul. Holmes inclina légèrement la tête. Vous ne les avez jamais rendus? Elle soutint son regard. Elle était princesse, moi nourrice. Une conversation claire aurait été dangereuse. Elle me devait reconnaissance, mais elle me craignait aussi. La phrase était nue. Je la protégeais, mais j'étais aussi celle qui savait. Holmes comprit la tension. Quand l'enfant n'eut plus besoin de moi, la princesse m'a parlé. Sa voix se fit plus basse. Pas comme une maîtresse, comme une femme. Un souvenir passa. Elle m'a dit que pour ma sécurité, je devais partir. Holmes saisit la vérité derrière la formule. Partir, c'était protéger la princesse et protéger la nourrice. Elle m'a offert une pension régulière. Je suis venu en Angleterre. Elle inspira lentement. J'ai ouvert un petit commerce. Épices, thé, farine. 20 ans. L'argent arrivait chaque trimestre. Ses mains se serrèrent. Puis, le commerce a décliné. Les loyers ont augmenté. J'ai fermé. Un souffle plus court. Et l'argent s'est arrêté. Holmes demanda. Vous avez écrit? Non. Pourquoi? Elle le fixa. Si j'écris, je rappelle que je sais. Et si je rappelle que je sais, je redeviens un danger. Sa voix trembla. Je ne sais pas si la princesse vit encore. Je ne sais pas qui tient les comptes maintenant. Je ne sais rien. Elle désigna la boîte. Je ne veux pas menacer. Je ne veux pas révéler. Un souffle. Mais je ne peux pas mourir dans la saleté. Holmes referma doucement le couvercle. Il ne voyait ni crime ni innocence. Il voyait une femme qui avait protégé une princesse, accepté l'exil comme solution de classe, vécu 20 ans dans un équilibre fragile, et qui se trouvait désormais devant une impasse où chaque choix semblait dangereux. Je puis affirmer que c'est ici que mon ami, encore jeune et prompte à chercher la beauté des mécanismes, comprit qu'il ne s'agissait pas d'un problème à résoudre, mais d'un secret à porter. Et il n'avait pas encore appris à porter les secrets des autres. Lorsque la vieille femme quitta Montagu Street, elle emporta avec elle la petite boîte de fer. Holmes y insista. Non par scrupule sentimental, mais par prudence instinctive. Ce qui touchait aux archives d'une maison princière étrangère cessait d'appartenir aux individus dès lors qu'ils franchissaient le seuil d'un bureau officiel. Il le savait déjà, sans l'avoir encore expérimenté pleinement. Je n'étais point présent à cet entretien. Les éléments que je rapporte ici proviennent des notes ultérieures de mon ami et de cette compréhension progressive que l'on acquiert à force de partager la vie d'un homme singulier. Holmes ne s'attarda guère à la détresse de la femme.
Ce qui l'occupait était d'une autre nature, la configuration du problème. Une personne sans ressources détient 2 pièces extraites d'un ensemble d'archives russes. Elle ne souhaite ni les exploiter, ni les divulguer. Elle aspire simplement à subsister. Toutefois, l'existence même de ces documents, hors de leur contexte originel, constituait un facteur d'instabilité. Holmes envisagea d'abord la voie la plus directe, atteindre la source du versement, contacter la princesse. L'idée, examinée à froid, se révéla presque chimérique. Toute correspondance laisserait trace. Toute démarche auprès d'une ambassade éveillerait la curiosité. Se présenter comme intermédiaire d'une femme porteuse d'un secret dynastique serait, au mieux, indélicat, au pire, périlleux. Il ne disposait, à ce stade de sa carrière, d'aucun relais institutionnel. Or, certaines affaires exigent moins l'acuité de l'esprit que la justesse de la position. C'est ici, me semble-t-il, que s'opéra en lui une inflexion décisive. Il comprit qu'il ne s'agissait plus d'élucider un fait, mais de manœuvrer au sein d'un système dont il n'était pas l'architecte. Un seul levier s'offrait à lui. Mycroft. Mycroft occupait alors une fonction ministère des Affaires étrangères. Il n'était pas encore l'ombre tutélaire que certains ont depuis imaginé. Mais il possédait déjà cette capacité singulière à percevoir, derrière les anecdotes, les lignes de force. Holmes se rendit à lui sans détour inutile. Mycroft l'écouta d'abord avec une réserve teintée d'ironie. Une nourrice russe ruinée, résuma-t-il, Londres en abrite un nombre suffisant pour que l'on n'y voie pas matière à alarme. Holmes ne s'offusqua point. Celle-ci conserve 2 documents extraits d'archives palatines. Le regard de Mycroft se fixa. Extraite comment? Retirée, puis dissimulée, conservée 20 ans. Mycroft demeura silencieux, attendant davantage. Holmes poursuivit d'une voix mesurée. Un registre de présence, rédigé en russe, comportant date et mention de déplacement. Une feuille relative à une naissance, précisant heure, taille et poids. Rien d'extraordinaire en apparence, mais précisément ce type de pièce qui, isolé de son contexte, devient interprétable. Mycroft observa. « Vous ne les avez pas apportés ?»« Non. » « Pourquoi cette réticence ?» Holmes soutint son regard. « Parce que si je vous les remets, l'affaire quitte le domaine de la discrétion pour entrer dans celui des prérogatives. Et la femme ne saurait en sortir indemne. » Un silence, plus attentif cette fois. Holmes ajouta alors l'argument qui, je le sais, porte toujours auprès des esprits gouvernants. Les documents existent. Ils se trouvent à Londres, et leur détentrice est réduite à la misère. Mycroft comprit immédiatement l'implication. Si nul n'intervient, poursuivit Holmes, ces feuillets finiront par rencontrer une main moins scrupuleuse. Non par malveillance initiale, mais par nécessité. Une détresse prolongée suscite tôt ou tard une exploitation. Mycroft croisa les doigts. Vous insinuez un possible trouble dynastique? J'observe qu'un registre et un acte de naissance, lorsqu'ils sont soustraits à leur environnement, constituent un couple d'une délicatesse certaine. Mycroft ne répondit pas sur le champ. Et que sollicitez-vous exactement? Holmes ne plaida pas. Un canal discret vers l'ambassade, rien de plus. Ni saisie, ni intervention brutale. Seulement la possibilité d'un échange circonspect. Je me permets d'ajouter, pour ceux qui seraient tentés de moraliser ce passage, que mon ami n'agissait pas par inclinaison chevaleresque. Il ne défendait pas une veuve au nom d'un idéal.
Il cherchait à prévenir une instabilité latente. Et c'est seulement ainsi qu'il obtenait des résultats. Mycroft se leva enfin. Je dispose d'un contact à l'ambassade, un homme qui me doit quelques égards. Il marqua une pause. Je sonderai le terrain, officieusement. Holmes inclina légèrement la tête. Ainsi, pour la première fois, il pénétrait un espace où la déduction devait s'accommoder de diplomatie, et où la vérité n'était qu'un élément parmi d'autres dans l'équilibre des puissances. L'ambassade de Russie, située dans une demeure sévère de Kensington, ne se distinguait pas tant par son architecture que par l'atmosphère qu'elle dégageait. On y pénétrait comme dans une antichambre du continent, avec cette sensation que les murs écoutaient davantage qu'ils ne répondaient. Mycroft s'y rendit seul. Holmes, par prudence, demeura à distance. Sa présence, à ce stade, aurait été une inconvenance. Le contact de Mycroft était un homme d'une quarantaine d'années, aux manières impeccables, dont le sourire mesuré semblait ne jamais atteindre les yeux. Les salutations furent cordiales, le thé servi avec déférence, puis vint la conversation. Mycroft n'évoqua ni secret, ni irrégularité. Il se contenta d'une approche indirecte, presque anodine. Il m'a été rapporté, dit-il avec détachement, qu'une ancienne employée, nourrice, d'une grande maison pétersbourgeoise, réside désormais à Londres dans une situation précaire. Je m'enquiers simplement de savoir si des dispositions particulières la concernant subsistent. Le diplomate inclina légèrement la tête. Vous comprendrez, répondit-il, que nos affaires domestiques ne font pas l'objet d'une communication systématique à l'étranger. Le ton restait poli. Mais un fil invisible s'était tendu. Mycroft poursuivit sans insister. Il ne s'agit nullement d'une requête officielle, seulement d'une clarification. Le diplomate posa sa tasse. De quelle maison parlez-vous précisément? Mycroft mentionna le nom, sans emphase. Un imperceptible ralentissement se produisit. Je ne vois pas, répondit l'homme après un temps, en quoi l'ancienne nourrice d'un enfant devenu adulte pourrait susciter l'intérêt du gouvernement britannique. Mycroft ne se troubla pas. L'intérêt est strictement préventif. Un silence s'installa. Le diplomate observa longuement son interlocuteur. Il est inhabituel, dit-il enfin, qu'une telle question surgisse après tant d'années. Le mot inhabituel flottait dans l'air comme une accusation volée. Mycroft se leva, estimant que la première phase devait s'achever là. En quittant les lieux, il savait que la demande, volontairement vague, avait produit l'effet inverse de celui qu'un homme ordinaire aurait escompté. Elle n'avait pas dissipé le soupçon, elle l'avait éveillé. Je dois confesser qu'à la lecture de ce passage, je compris que mon ami avait franchi un seuil dangereux. Il avait mis en mouvement un mécanisme dont il ne maîtrisait pas encore ni la portée, ni la vitesse. Mycroft rapporta l'entretien à Holmes le soir même. Ils savent que la question n'est pas anodine, dit-il simplement. Holmes resta un moment silencieux. Puis il prononça la phrase qui modifia l'équilibre. La princesse est morte. Mycroft le regarda. Comment le savez-vous? Je ne le sais pas. Je le déduis. Holmes expliqua, avec cette sobriété qui lui était propre, que l'interruption soudaine d'une pension régulière, sans notification ni menace, coïncidait plus probablement avec un décès qu'avec une trahison. Mycroft réfléchit. Si elle est morte, qui gère désormais les affaires? Holmes répondit. Le fils? Tous deux comprirent simultanément la portée du mot. Si l'affiliation comportait la moindre fragilité,
Elle ne concernait plus seulement l'honneur d'une femme, mais la stabilité d'un homme désormais en position d'influence. Mycroft reprit d'un ton plus grave. Cela change tout. Holmes acquiesça. Oui. Le secret n'était plus un souvenir honteux, il devenait une vulnérabilité politique. Et comme, je l'ai appris par la suite, c'est à partir de cet instant que l'attitude de l'ambassade se modifia sensiblement. Car si la princesse était morte, le silence qui protégeait autrefois une femme devenait désormais une question d'État. Le lendemain matin, Holmes se leva avec cette agitation intérieure que seule une question inachevée savait produire en lui. La conversation de la veille avec son frère avait déplacé l'affaire dans une sphère qu'il ne maîtrisait pas encore entièrement. Il n'était pas seulement face à un secret domestique, mais à une structure étatique. Pourtant rien, dans l'air de Bloomsbury, ne trahissait un changement. Il sortit de Montagu Street avec la même apparente insouciance. Les Russes, eux, n'agirent pas immédiatement. Les premiers jours, la surveillance fut d'une retenue presque irréprochable. Holmes ne perçut d'abord qu'un léger malaise, une sensation difficile à qualifier, une présence, peut-être, mais sans répétition évidente. Les hommes, chargés de l'observer, avaient reçu une consigne claire. Comprendre avant d'agir. Ils notèrent ses déplacements, ses visites à la bibliothèque, son passage au ministère, ses rares échanges. Ils cherchaient une connexion. Holmes, jeune encore, n'était pas le stratège urbain qu'il deviendrait. Il ne soupçonna pas immédiatement l'origine de cette tension diffuse. Ce ne fut qu'au troisième jour qu'il remarqua un détail. Un homme, aperçu 2 fois, à des heures différentes, dans des lieux distincts. Une posture trop stable, un regard qui ne se détournait pas assez vite. Holmes modifia son parcours. Il emprunta une rue latérale, puis une autre. La silhouette s'ajusta. Il comprit alors que l'attention n'était pas fortuite. Mais il demeura prudent. Il n'était pas certain de l'identité de ceux qui l'observaient, ni de l'ampleur de leur intérêt. Les Russes, constatant que leurs observations ne révélaient rien d'exploitable, décidèrent de réduire la distance. Ils ne cherchaient plus seulement à comprendre ses contacts, ils voulaient mesurer l'homme. Le quatrième jour, alors qu'il quittait la British Museum Library, en fin d'après-midi, Holmes sentit nettement que l'espace autour de lui se refermait. 2 hommes. Pas pressés, pas ostentatoires, professionnels. Il n'y avait dans leur maintien ni agressivité ni hésitation. Ce n'était pas une intimidation de rue. C'était une évaluation. Holmes continua d'avancer, le cœur plus rapide qu'il ne l'aurait admis. Il n'avait jamais encore été l'objet d'une pression étatique directe. À l'angle d'une rue moins fréquentée, l'un des hommes s'approcha légèrement. Monsieur, l'accent ne laissait aucun doute. Holmes se retourna. Le second homme demeurait en retrait, coupant discrètement la retraite sans la bloquer. Vous manifestez un intérêt pour une maison qui ne relève pas de vos compétences, dit le premier avec une voix calme. Holmes sentit immédiatement la nature de l'échange. Ce n'était ni une rixe, ni une menace grossière. C'était un avertissement institutionnel. Il tenta la désinvolture. Je m'intéresse aux faits, non aux maisons. L'homme l'observa longuement. Certains faits sont protégés. Un pas de plus. Pas assez pour toucher, assez pour signifier. Holmes prit conscience qu'il n'était pas encore l'homme capable de dominer ce type de confrontation. Il comprit surtout que la moindre imprudence exposerait la vieille femme. Mon intérêt est académique, répondit-il enfin. L'homme inclina la tête. Nous vous conseillons de choisir
d'autres sujets d'étude. Le conseil n'avait rien d'optionnel. Les deux hommes se retirèrent sans hâte. Holmes resta quelques secondes immobile. Il venait de franchir une ligne invisible. Il comprit que l'affaire ne concernait plus seulement une pension interrompue, mais une structure prête à intervenir pour préserver ce qu'elle estimait menacé. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Sherlock Holmes mesura la distance qui séparait l'intelligence individuelle de la puissance organisée d'un État. Holmes se rendit chez son frère dès la tombée du jour. Il ne dramatisait pas l'épisode de la rue, il le décrivit. Deux hommes, accent russe, aucune violence. Une question centrale. Mycroft l'écouta sans l'interrompre, les mains jointes sur le dossier de son fauteuil. Ils ignorent encore ce que vous savez, dit-il enfin. Et cette ignorance les rend nerveux, répondit Holmes. Mycroft se leva. Il est préférable que la conversation quitte le pavé pour revenir au salon. Holmes comprit immédiatement. S'il laissait la pression s'exercer dans l'ombre, elle se renforcerait. S'il la ramenait dans le cadre diplomatique, elle deviendrait négociable. Le lendemain, une demande d'audience fut transmise. L'accueil fut plus formel que lors de l'entretien précédent. Alexei les reçut avec une politesse mesurée. Mycroft prit la parole en premier. Il semblerait que certaines initiatives aient été prises à l'égard de mon frère. Le diplomate inclina légèrement la tête. Des précautions, rien de plus. Holmes intervint sans agressivité. Des précautions qui peuvent aisément devenir des malentendus. Alexei observa longuement le jeune homme. Lorsque l'on manifeste un intérêt inhabituel pour une maison dont la stabilité ne saurait être mise en cause, il est naturel de s'assurer de la nature de cet intérêt. Mycroft répondit très calme. Alors, assurons-nous-en ici, ouvertement. Le diplomate marqua une pause. Je ne puis accepter davantage d'allusions. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Sinon, je considérerai l'affaire close. Holmes sentit le moment. S'il parlait, il franchissait un seuil. S'il se taisait, la surveillance reprendrait. Il hésita. Je crois pouvoir affirmer que cette hésitation ne relevait pas de la peur, mais d'un calcul moral qu'il n'avait pas encore l'habitude de pratiquer. Il finit par dire: l'affaire ne concerne ni pamphlet, ni agitation. Elle concerne une femme âgée et une naissance. Le diplomate se raidit presque imperceptiblement. Une naissance? Holmes soutint le regard. Nous savons qu'il existe une discordance entre une date et une présence. Le silence qui suivit ne ressemblait plus au silence précédent. La pièce avait changé de densité. Alexei parla enfin. Vous avancez là des termes vagues. Mycroft intervint. Nous les préciserons si cela devient nécessaire. Mais avant d'aller plus loin, reprit le diplomate, je dois savoir si vous êtes disposé à parler sans détour. Holmes regarda son frère. Mycroft ne le retint pas. L'impasse était atteinte. Holmes décida de parler. Il ne le fit ni précipitamment, ni théâtralement. Il exposa les faits avec une sobriété presque chirurgicale. La nourrice, la naissance prématurée, le registre attestant l'absence du mari, la fiche médicale décrivant un enfant dont le poids et la taille ne concordaient pas avec la durée officielle de gestation. La pension versée pendant 2 décennies, son interruption brutale. Il ne tira aucune conclusion. Il n'en avait pas besoin. Le silence s'installa. Alexei demeura immobile, mais son regard avait changé. Ce n'était plus le regard d'un diplomate défendant une position abstraite.
C'était celui d'un homme qui mesure soudain l'ampleur d'une faille. Mycroft, jusque-là silencieux, retira lentement ses gants et les posa sur la table. Il observa Alexei sans détour. Puis, d'une voix plus personnelle qu'officielle, Alexei, le prénom suspendit l'air. Nous avons évoqué ce nom lors de notre précédente entrevue, mais ce que nous ignorons, c'est la place qu'occupe aujourd'hui cet homme dans l'architecture de votre État. Alexei ne répondit pas immédiatement. Mycroft poursuivit plus bas. Qui est-il devenu? Un long silence suivit. Alexei inspira lentement. Il est un serviteur loyal de l'Empire. Mycroft ne détourna pas le regard. Ce n'est pas une réponse. Le diplomate comprit qu'il ne pouvait plus se réfugier derrière une formule. Il pesa ses mots. Il siège, désormais, au sein d'un conseil dont les décisions engagent la cohésion de nos provinces occidentales. Sa parole influe sur des orientations stratégiques. Holmes sentit le sol se déplacer sous lui. Il n'avait pas anticipé une telle position. Il n'était plus question d'un héritier secondaire. Il était question d'un homme dont l'autorité rayonnait. Et c'est alors qu'il posa la question, presque calmement. Mais qui est-il en vérité? Ça n'était pas une demande d'état civil. C'était une demande de nature. Alexei soutint son regard. Il est reconnu comme le fils légitime de sa maison. La phrase était diplomatique, mais la tension qui l'accompagnait disait davantage. Holmes comprit. Un homme placé à un tel niveau ne pouvait souffrir l'ombre d'un doute. Un doute ne détruit pas toujours un trône, mais il fissure les loyautés. Mycroft conclut avec une froideur intacte. Alors vous mesurez ce qu'un murmure suffirait à déclencher. Le diplomate ne contesta pas. C'est à cet instant précis que l'affaire changea d'échelle. La vieille femme misérable de Montagu Street cessait d'être un cas de conscience, elle devenait le point fragile d'un système. Puis la réaction russe survint, logique, presque immédiate. Les documents, dit Alexei. Holmes garda le silence. Je dois les examiner. Puis, sans détour, et la femme devra être entendue. La phrase ne comportait aucune brutalité, elle était administrative. Holmes redressa légèrement la tête. Cela ne saurait être envisagé. Alexei fixa le jeune homme. Vous ne mesurez pas la portée de ce que vous avancez. Holmes répondit avec une gravité nouvelle. Je la mesure précisément. Cette femme ne cherche ni reconnaissance ni réparation. Elle cherche à subsister, rien de plus. Mycroft intervint alors, d'un ton presque détaché. Toute action directe sur le territoire britannique créerait une difficulté que nous préférerions éviter. Le sous-entendu était clair. Holmes poursuivit. Les documents seront restitués. Il n'en subsistera aucune copie, aucun récit, aucun écho. En échange, une somme suffisante pour assurer à cette femme une existence décente jusqu'à ses derniers jours sera versée en une seule fois. Elle quittera Londres et se fera oublier. Un silence lourd s'installa. Alexei observa longuement les deux frères. Vous me demandez de financer notre tranquillité? Holmes répondit sans ironie. Je vous propose de la garantir. Mycroft ajouta. Une solution stable est dans l'intérêt de tous. Alexei se leva lentement. Une telle décision ne m'appartient pas. Je dois en référer. Puis, plus bas, vous comprenez ceci. Si ces documents existent, ils ne sauraient demeurer hors de contrôle. Holmes soutint le regard. Ils ne le sauront pas. Le point de non-retour avait été franchi. La semaine s'étirait.
Holmes avait parfaitement compris la stratégie adverse. Temporiser, observer, attendre l'erreur. Il ne commit aucune imprudence. Mais le 6e jour, alors qu'il approchait de Montagu Street à la tombée du soir, un détail glaça son raisonnement. À distance, sous la lumière déclinante, il aperçut une silhouette familière. La vieille femme. Elle se tenait devant son immeuble, les mains serrées sur son châle, hésitante, comme lors de la première rencontre. Elle attendait. Holmes ne ralentit pas. Il perçut aussitôt à sa gauche la silhouette de l'un des hommes russes immobile près d'un kiosque. À sa droite, un autre feignait d'examiner la vitrine d'un libraire. Il l'avait vue ou allait la voir. Il ne disposait que de quelques secondes. Holmes leva brusquement le bras. Cab! Un fiacre ralentit aussitôt. Holmes ne regarda pas la vieille femme. Il passa devant elle, sans un signe, comme s'il ne l'avait pas reconnue. Il monta dans le cab. Regent Street, dit-il distinctement, assez fort pour être entendu. La portière se referma. Le fiacre s'ébranla. Dans le reflet de la vitre, Holmes aperçut les deux silhouettes se redresser, hésiter, puis choisir de suivre le véhicule plutôt que de rester auprès de la femme. C'était le pari. Il fonctionna. Holmes sentit son pouls s'accélérer. Il ne pouvait désormais plus attendre. S'il laissait cette situation se prolonger, elle reviendrait. Et la seconde fois, peut-être n'aurait-il pas l'initiative. Holmes ne demanda pas audience. Il se présenta. Le geste en lui-même signifiait que le temps des attentes était clos. Alexei le reçut sans commentaire. Holmes ne s'assit pas immédiatement. Nous avons laissé passer une semaine, dit-il d'une voix égale. Elle n'a rien clarifié. Elle n'a fait qu'accroître les risques. Le diplomate ne répondit pas. Holmes poursuivit. Vous espérez identifier la femme? Vous attendez qu'elle commette une imprudence. Vous la suivez indirectement. Alexei ne confirma ni n'infirma. Cette stratégie vous expose davantage qu'elle ne vous protège, reprit Holmes. Le diplomate leva les yeux. Expliquez-vous. Holmes avança d'un pas. Si cette femme venait à disparaître sur le territoire britannique, l'affaire ne serait plus privée, elle deviendrait diplomatique. Et si les documents étaient découverts ailleurs que par moi, ils ne vous reviendraient pas. Il laissa la phrase s'installer. Je vous propose une solution définitive. Il énonça alors l'offre, sans emphase, sans détour. Les documents vous seront remis intégralement. Il n'en subsistera aucune copie, aucune trace. En échange, une somme unique, suffisante pour assurer à cette femme une existence décente jusqu'à ses derniers jours, sera versée. Je serai l'unique intermédiaire. Elle ne rencontrera personne. Elle quittera Londres et ne sera plus approchée. Son silence sera absolu. Alexei l'observa longuement. Vous fondez cette garantie sur quoi? Holmes soutint le regard. Sur ma parole? Votre parole contre la stabilité d'un empire? Holmes répondit très calmement. Votre stabilité repose sur l'absence de rumeurs. La mienne, sur l'absence d'erreurs. Nous avons intérêt à ce que ce secret s'éteigne proprement. Le diplomate comprit qu'aucune pression supplémentaire n'obtiendrait davantage. La menace implicite était là, sans avoir été formulée. Si l'on poussait Holmes dans un angle, le secret ne serait plus contenu. Alexei inclina légèrement la tête. Une somme sera versée, en une fois, par un canal qui ne nous reliera pas. Les documents seront remis simultanément. Holmes acquiesça. La parole venait d'être échangée, et elle suffisait. La transaction avait été menée à terme la veille. Les documents avaient été remis, sans copie, sans détour. L'échange s'était déroulé avec une précision presque notariale. Holmes retrouva la vieille femme dans un lieu neutre, à l'abri des regards.
Il lui remit la somme promise, convertie et répartie avec prudence. Elle mit un moment à comprendre. C'est terminé? Oui. Il ne détailla pas les mécanismes diplomatiques. Elle n'en avait pas besoin. Il lui conseilla de quitter Londres, une ville portuaire, un commerce modeste, rien qui attire l'attention. Elle acquiesça. Il n'y eut ni effusion, ni larmes, seulement ce relâchement discret d'une tension portée trop longtemps. Puis, à la surprise de Holmes, elle posa sur la table la petite boîte en fer qui avait autrefois contenu les documents. Vide. Elle la poussa vers lui avec lenteur. Votre paiement, monsieur Holmes. L'accent écorchait toujours son nom. Holmes la regarda un instant, sans répondre. La boîte n'avait plus la valeur stratégique, mais elle portait 20 années de silence. Il la prit. Je vous souhaite une existence paisible. Elle inclina la tête. Il ne la revit jamais. Lorsque, quelques années après la retraite définitive de mon ami, je fus amené à superviser le vidage de ses anciens appartements de Baker Street, je découvris, parmi des dossiers soigneusement ficelés, la trace de cette affaire oubliée. La petite boîte en fer y figurait encore, vide. Je reconnus immédiatement son importance, bien qu'elle ne contînt plus rien. Les notes de Holmes, rédigées d'une main sèche et précise, ne mentionnaient ni trouble ni hésitation. Elles consignaient les faits, rien de plus. Date, éléments matériels, conclusions implicites. Mais je savais, pour l'avoir entendu de sa propre bouche bien des années auparavant, que cette affaire n'avait pas été pour lui une simple opération de logique. Elle avait exigé de lui autre chose. Sherlock Holmes n'était pas dénué de compassion. Il était au contraire capable d'une justice, d'une rigueur presque excessive. Mais il se montrait parfois démuni face à la charge émotionnelle brute qu'une confession impose. Dans l'épisode de la vieille femme russe, il avait dû apprendre que certaines situations ne se résolvent ni par la démonstration, ni par l'éclat d'une révélation publique, mais par l'extinction volontaire d'une vérité. Je compris plus tard que, de notre association, j'avais souvent absorbé cette part, non pour corriger son jugement, mais pour donner forme humaine aux conséquences de ses décisions. L'année 1917, avec son cortège d'événements en Russie, me ramena brusquement à cette ancienne histoire. Lorsque l'Empire s'effondra et que l'Europe assista incrédule à la chute d'une dynastie que l'on croyait inébranlable, je songeai à cet homme, dont la naissance avait comporté une dissonance soigneusement étouffée. Je n'avance aucune affirmation. Je note simplement que les systèmes les plus vastes reposent parfois sur des certitudes fragiles. Il est possible que le silence organisé par Holmes n'ait rien changé au cours de l'histoire. Il est également possible qu'il ait, pour un temps, retardé une fissure déjà inscrite ailleurs. Je ne saurais trancher. Je sais seulement que cette affaire ne fut ni un succès éclatant, ni un échec dissimulé. Elle fut une étape. Elle contribua à façonner l'homme que le public devait plus tard admirer. Elle m'enseigna, quant à moi, que notre alliance ne reposait pas uniquement sur l'éclat de son intelligence, mais sur une complémentarité plus subtile. Et entre ces deux pôles, il arrivait que des filles anonymes trouvent une issue. La petite boîte en fer repose encore parmi mes papiers. Elle est vide, mais elle me rappelle que certains secrets, même effacés, continuent de peser sur les hommes qui les ont portés. Si cette affaire vous a touché, alors les carnets ont rempli leur rôle. Merci d'avoir écouté Les Récits oubliés de Watson. À très bientôt.